La nuit où ma vie s'est terminée, et a recommencé, sentait le jambon rôti et les aiguilles de pain. C'était le 23 décembre 2018. L'air à l'intérieur de la maison victorienne de mes parents, dans le nord de l'État de New York, était chaud, étouffant même. Je me souviens avoir ajusté ma cravate dans le miroir du couloir, en me disant de respirer. J'avais 26 ans, et pour la première fois de ma vie, je sentais que j'avais enfin réussi. Je n'étais plus seulement le jeune frère silencieux. J'étais Ethan Sterling, le type qui venait de conclure sa première grosse affaire dans l'immobilier commercial. J'avais passé des mois à économiser pour cette soirée. Je voulais leur prouver, à ma mère, Joyce, et à mon père, Robert, que j'en valais la peine, que je n'étais pas seulement l'ombre de mon frère aîné, Lucas. Je suis entré dans le salon, les bras chargés de cadeaux. Le sapin était illuminé, un épicéa imposant qui frôlait le haut plafond. « Tu es en retard », a dit ma mère. Elle n'a pas levé les yeux de la table qu'elle mettait. « Lucas est là depuis 1 heure. »« Désolé, maman », ai-je dit, en forçant un sourire. La circulation en sortant de la ville était un cauchemar. J'ai posé les boîtes. J'avais mis le paquet. Pour maman, un jeu de couteau Ulstoff importé d'Allemagne. Elle se plaignait de ses lames émoussées depuis des années. Pour papa, un fauteuil inclinable en cuir avec masseur intégré, pour soulager son mal de dos. Et pour Lucas, eh bien, je lui avais acheté une Rolex, une Submarinée. Elle coûtait plus cher que ma première voiture. Je voulais enterrer la hache de guerre. Je voulais que nous soyons à nouveau des frères. Lucas était assis sur le canapé, sirotant un scotch. Il avait l'air fatigué. Sa chemise était sortie de son pantalon, ses cheveux en désordre. Assise à côté de lui se trouvait Bella. Je n'avais rencontré Bella que 2 fois auparavant. Elle était magnifique, d'une manière vive et dangereuse, cheveux sombres, des yeux qui semblaient calculer le coût de tout ce sur quoi il se posait. Elle était la fiancée de Lucas depuis 8 mois. Et, le flambeur, a marmonné Lucas en faisant tourner son verre. J'ai entendu dire que tu avais conclu cette affaire dans le quartier des entrepôts. Ça s'est bien passé, ai-je dit, en essayant d'être modeste. C'est un bon début. Ça doit être agréable, est intervenue Bella. Sa voix était sirupeuse. Lucas a travaillé si dur sur son entreprise de construction, mais le marché est tellement injuste en ce moment. Je connaissais la vérité. Lucas ne travaillait pas dur. Il acceptait des chantiers qu'il ne pouvait pas terminer, et dépensait les acomptes pour des week-ends à Vegas. Mais dans cette maison, Lucas était l'enfant chéri. Il ne pouvait rien faire de mal. Nous nous sommes assis pour dîner. La tension était assez épaisse pour être coupée avec ces nouveaux couteaux que j'avais achetés. Alors, Ethan, a demandé Bella en picorant sa nourriture. Quel genre de commission rapporte une affaire comme ça? 6 chiffres. Mon père s'est raclé la gorge. On ne parle pas d'argent à table, Bella. Je demande juste. Elle a ri, en posant une main sur le bras de Lucas. On est une famille, non? Et la famille est de la famille. Lucas et moi cherchions des lieux pour le mariage, et honnêtement, les prix sont criminels. Je me suis concentré sur mon assiette. Je savais où cela menait. Cela menait toujours là. Après le dîner, les cadeaux ont été ouverts. Maman a regardé les couteaux et a dit, tranchant. Dangereux. C'est tout. Papa s'est assis dans le fauteuil, a hoché la tête et a dit, il est confortable. Puis Lucas a ouvert la Rolex. Il l'a fixée. Pendant une seconde, j'ai vu un véritable choc dans ses yeux. Puis il m'a regardé, et son expression s'est durcie. Ce n'était pas de la gratitude, c'était du ressentiment. Je lui avais acheté quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre. J'avais involontairement insulté sa virilité devant sa fiancée. Merci, a-t-il grogné, en repoussant la boîte sans mettre la montre. Elle est magnifique, a roucoulé Bella, ses yeux brillants en regardant la montre, puis moi. Tu réussis vraiment bien, n'est-ce pas, Ethan? 20 minutes plus tard, je suis sorti sur le porche pour prendre l'air. La neige tombait drue, recouvrant le monde de silence. J'ai allumé une cigarette, une mauvaise habitude que j'avais prise pendant le stress de la transaction. La porte a grincé derrière moi. C'était Bella. Elle ne portait pas de manteau, juste sa robe de cocktail. Elle frissonnait, se serrant les bras. « Tu as du feu ?» a-t-elle demandé. Je lui ai tendu mon briquet. Elle a allumé une cigarette fine, a inspiré profondément,
et s'est approché de moi. Trop près. Je pouvais sentir son parfum. Quelque chose de lourd, de floral, et de chair. Tu sais, a-t-elle dit doucement, Lucas est en train de couler. Il doit de l'argent à de mauvaises personnes. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit en reculant. Mais je l'ai déjà renfloué 3 fois, Bella. Il doit t'apprendre. Il n'a pas ton talent, a-t-elle dit. Elle a tendu la main et a passé un doigt sur le revers de ma veste de costume. Il n'est pas un homme comme toi, Ethan. Tu as du pouvoir. J'aime le pouvoir. Mon estomac s'est noué. Bella, ne fais pas ça. On pourrait s'entraider, a-t-elle murmuré en se penchant. Sa main est passée de mon revers à ma poitrine. Tu aides Lucas avec l'argent, et je peux m'assurer qu'on s'occupe de toi. Lucas n'a pas besoin de tout savoir sur ce qu'on fait. L'insinuation flottait dans l'air glacial comme un nuage toxique. Elle s'offrait à moi, en échange du paiement des dettes de mon frère. Tu es dégoûtante, ai-je lâché. J'ai attrapé son poignet, doucement, juste pour retirer sa main de ma poitrine. Rentre à l'intérieur. Je pars. Je lui ai tourné le dos. J'ai fait 2 pas vers l'allée. C'est à ce moment-là que les cris ont commencé. Non, Ethan. Arrête. S'il te plaît. Je me suis retourné. Bella avait arraché la bretelle de sa robe. Elle se décoiffait avec des mains frénétiques. Elle m'a regardé et, pendant une fraction de seconde, elle a souri, d'un sourire froid et prédateur. Puis elle a crié à nouveau, un son a glacé le sang. Lâche-moi. Au secours, Lucas. La porte d'entrée s'est ouverte en grand. Lucas en est sorti, le visage rouge de rage. Maman et papa étaient juste derrière lui. Que as-tu fait, a rugi Lucas en me chargeant. Rien. J'ai levé les mains. Elle ment. C'est elle qui m'a dragué. Bella s'est jetée dans les bras de Lucas, sanglotant hystériquement. Il a essayé de me forcer. Il a dit que, puisqu'il t'avait acheté cette montre, je lui appartenais. Il a dit que je lui devais ça. Ces mensonges étaient précis. Ils étaient vicieux, et ils ont fonctionné instantanément. Maman s'est approchée de moi, son visage tordu d'une manière que je n'avais jamais vue. Espèce d'animal. Clac. Sa main a heurté ma joue. Ça a piqué, mais le choc a fait plus mal. Maman, écoute-moi. Sors d'ici, a-t-elle crié. Sors de ma maison. Je ne veux pas d'un prédateur sexuel près de ma famille. J'ai regardé papa. Papa, tu me connais. Tu sais que je ne ferai pas ça. Papa a regardé Bella, frissonnante et en larmes. Il a regardé Lucas, qui la tenait comme un chevalier protecteur. Puis il a regardé le sol. Va-t'en, Ethan, a-t-il dit doucement. Va-t'en, c'est tout. Tu es mort pour moi, a craché Lucas. Si je te revois près d'elle, je te tue. Je suis resté là un instant, la neige s'infiltrant dans mes chaussures de ville. J'ai regardé la maison où j'avais grandi. J'ai regardé les gens qui étaient censés me connaître mieux que quiconque au monde. Ils n'ont même pas demandé ma version. Ils ont juste cru le pire, parce que cela correspondait à leur récit. L'enfant chéri avait besoin d'un méchant, et j'étais le candidat parfait. Très bien, ai-je dit. Ma voix était calme, ce qui m'a surpris. Garde la montre, Lucas. Tu vas avoir besoin de la vendre. Je me suis dirigé vers ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. En sortant de l'allée, je les ai vus faire rentrer Bella dans la chaleur de la maison. J'étais seul dans la tempête. J'ai conduit pendant 3 heures, jusqu'à ce que le voyant de carburant s'allume. Je me suis arrêté dans un motel 6, près de l'autoroute. Mes mains tremblaient si fort que j'ai à peine pu sortir ma carte de crédit de mon portefeuille. Refusé, a dit l'employé en faisant claquer son chewing-gum. Réessayez, ai-je dit. Il y a beaucoup d'argent dessus. Refusé, mon chou. Ça dit appelez l'émetteur. J'ai ouvert mon application bancaire. Verrouillé, je l'ai. Puis je me suis souvenu. Quand j'avais 18 ans, maman avait co-signé pour mon compte, pour m'aider à établir mon crédit. Nous n'avions jamais retiré son nom. Elle avait appelé la banque et signalé une fraude ou une activité suspecte. Elle m'avait coupé les vivres. J'avais 40 € en espèces dans ma poche. J'ai payé la chambre en liquide.
Je me suis assis sur le matelas bosselé, fixant les taches d'humidité au plafond, et j'ai pleuré. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais en deuil. Je pleurais la mort de ma famille. Le lendemain matin, j'ai pris la route vers l'ouest. Je ne me suis pas arrêté avant d'arriver à Seattle. J'ai choisi cette ville parce qu'elle était aussi loin de New York que possible, sans avoir à nager. Je suis reparti de zéro, en fait, de moins que zéro. J'ai dormi dans ma voiture les 3 premières semaines, me douchant dans une salle de sport ouverte 24h/24. J'avais toujours mes costumes, cependant. Je les gardais pressés et propres, suspendus à l'arrière. C'était mon armure. J'ai trouvé un poste d'analyste junior dans un cabinet immobilier de niche. Le salaire n'était pas élevé, à peine de quoi louer un studio de la taille d'un placard. Mais j'avais faim. J'ai travaillé comme un forcené. J'étais le premier arrivé à 6h et le dernier parti à 21h. Je ne suis pas sorti avec des femmes. Je ne me suis pas fait d'amis. J'ai juste travaillé. J'ai construit un mur autour de mes émotions, brique par brique. 6 mois plus tard, j'ai repéré une incohérence dans un contrat, une erreur de zonage que tout le monde avait manqué. Cela aurait coûté des millions au cabinet. Je l'ai apporté directement au propriétaire, Silas Thorne. Silas était une légende de l'immobilier à Seattle, un milliardaire impitoyable de 70 ans qui dévorait les diplômés de MBA au petit déjeuner. Il a regardé le dossier, puis il m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Vous avez contourné votre manager pour m'apporter ça ?» a-t-il demandé. Mon manager m'a dit de l'ignorer, ai-je dit. Il a dit que c'était une erreur de frappe. Ce n'en était pas une. Silas s'est penché en arrière. Vous réalisez que si vous avez tort, vous êtes viré. Je n'ai pas tort. Silas a souri. C'était le sourire d'un requin. Vous avez du cran, gamin. Comment vous appelez-vous? Ethan Sterling. Eh bien, Ethan Sterling, vous venez de me faire économiser 4 millions d'euros. Ce fut le tournant. Silas m'a pris sous son aile. Il a vu quelque chose en moi, peut-être la même solitude qu'il portait. Il m'a appris que les affaires, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de levier. Il s'agit de savoir ce que l'autre personne craint, plus que ce qu'elle veut. 3 ans ont passé. J'ai gravi les échelons plus vite que n'importe qui dans l'histoire de l'entreprise. Je suis devenu associé. J'ai acheté un Pantouse surplombant le détroit. J'ai acheté ma première voiture de luxe, une Porsche. Mais chaque soir, je rentrais dans un appartement vide. Cela a changé quand j'ai rencontré Olivia. Elle était l'avocate de la partie adverse dans un litige successoral compliqué que nous traitions. Elle était féroce, brillante, et elle a démoli mes arguments dans la salle de négociation. Je l'ai invitée à dîner immédiatement après que nous ayons trouvé un accord. Je ne sors pas avec l'ennemi, avait-elle dit en rangeant sa mallette. La guerre est finie, ai-je répondu. Maintenant, nous sommes juste 2 personnes qui ont besoin d'un verre. Elle a souri. C'était la première fois depuis des années que je sentais quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Olivia était différente. Elle ne se souciait pas de mon argent. Elle venait d'une grande famille, bruyante et aimante, du Midwest. Quand je lui ai enfin raconté ce qui s'était passé ce Noël-là, elle n'a pas eu pitié de moi. Elle m'a juste tenu la main et a dit, leur perte est mon gain. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Je construisais une nouvelle vie, une vraie vie. Puis le passé est revenu frapper à ma porte. C'était un mardi matin. J'étais dans mon bureau, examinant les plans d'un nouveau gratte-ciel. Mon assistante a sonné. Monsieur Sterling, il y a un monsieur Vance qui veut vous voir. Vance était un détective privé que j'avais engagé 2 ans plus tôt. Je me suis dit que c'était juste par sécurité, pour m'assurer que Lucas n'essayait pas de voler mon identité ou quelque chose comme ça, mais au fond, je voulais savoir. Je voulais savoir si je leur manquais. Vance est entré et a jeté un dossier Kraft sur mon bureau en acajou. Vous allez vouloir vous asseoir pour ça, Ethan, a-t-il dit. J'ai ouvert le dossier. Des photos en sont tombées. La maison de mes parents avait l'air délabrée. La pelouse était envahie par les mauvaises herbes. La peinture s'écaillait. Qu'est-ce que je regarde, ai-je demandé. C'est l'avis de saisie, a dit Vance en montrant un document. Vos parents n'ont pas payé leur hypothèque depuis 8 mois. La banque va mettre la maison aux enchères dans 30 jours. Et Lucas? Lucas, a reniflé Vance.
Il a hypothéqué la maison pour financer son entreprise de construction. Puis il a contracté des prêts commerciaux contre l'entreprise. Il perd de l'argent à flot. Il a 3 procès en cours pour des travaux inachevés. J'ai senti une froide satisfaction m'envahir. Le karma. C'était réel. Et Bella, ai-je demandé. Vance a sorti un dossier séparé, plus fin. C'est la partie intéressante. Bella n'est pas Bella. Son vrai nom est Brenda Miller. Elle a 2 divorces antérieurs, en Ohio et au Kentucky. Les 2 maris ont fait faillite peu de temps après le divorce. C'est une professionnelle, Ethan. J'ai fixé la photo d'identité judiciaire d'une arrestation en Ohio pour fraude par chèque. C'était elle. Plus jeune, moins soignée, mais c'était bien elle. Lucas le sait? Non. Elle couvre bien ses traces. Mais voici le clou du spectacle. Vance s'est penché. Votre père est malade. Problème cardiaque. Il a besoin d'une opération. Mais leur assurance a expiré, parce que Lucas a cessé de payer les primes de la police d'assurance familiale. La satisfaction s'est évanouie, remplacée par un nœud compliqué de colère et de culpabilité. Mon père était mourant, et Lucas, l'enfant chéri, laissait faire, tout en jouant à l'homme d'affaires. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant les rues de Seattle, luisantes de pluie. Appelez-moi la banque, ai-je dit à Vance. Quelle banque? Celle qui détient l'hypothèque de mes parents. Et donnez-moi la liste des créanciers qui détiennent la dette commerciale de Lucas. Vance a haussé un sourcil. Que allez-vous faire? Je me suis retourné. Je ne vais pas laisser la banque prendre cette maison, Vance. Vous allez les sauver, a-t-il demandé, surpris. J'ai souri, mais sans chaleur. Non. Je vais racheter la dette. Je vais devenir la banque. Je veux posséder chaque centime qu'ils doivent. Le processus d'achat de la dette de quelqu'un est étonnamment clinique. Ce ne sont que des chiffres sur un écran, des virements bancaires et des signatures. En 48 heures, par l'intermédiaire d'une société écran appelée Phoenix Holdings, je possédais l'hypothèque de la maison de mon enfance. J'ai également acheté les billets à ordre des prêts commerciaux ratés de Lucas, pour une bouchée de pain. Les créanciers étaient heureux de se débarrasser de la mauvaise créance. Ils n'avaient aucune idée que le requin qui nageait dans l'eau était leur propre fils. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. D'habitude, je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô? Ethan, une petite voix tremblante. Mon cœur s'est arrêté. Mia. Mia était ma petite sœur. Elle avait 19 ans quand je suis parti, elle était à l'université. Elle n'était pas là ce soir de Noël. Elle avait écouté la version de l'histoire de maman et papa pendant 5 ans. Je ne pensais pas que tu répondrais, a-t-elle sangloté. Maman m'a dit que tu avais changé de numéro. Non, ai-je dit doucement. Pourquoi appelles-tu, Mia? C'est papa, a-t-elle pleuré. Il est à l'hôpital. Les médecins disent qu'il a besoin d'un pontage, mais ils veulent un acompte de 60 000 € parce que l'assurance a expiré. Lucas a dit qu'il s'en occupait, mais Ethan, je ne pense pas qu'il les ait. Papa a l'air si gris. J'ai peur. Où est Lucas maintenant, ai-je demandé. Il est à un dîner, a-t-elle dit, sa voix baissant jusqu'à un murmure, avec Bella. Il fête son anniversaire. Il lui a acheté une nouvelle voiture la semaine dernière. Une Lexus. La rage. Une rage pure et blanche m'a aveuglé une seconde. Mon père était mourant sur un lit d'hôpital, et Lucas achetait des voitures à une arnaqueuse, avec de l'argent qu'il n'avait pas. Écoute-moi, Mia, ai-je dit. Je vais m'en occuper, mais tu ne peux dire à personne que j'ai aidé. Ni à maman, ni à papa, et surtout pas à Lucas. Promets-le-moi. Je le promets. 10 minutes plus tard, j'ai viré 70 000 € au service de facturation de l'hôpital, sous le nom de donateur anonyme. J'ai raccroché et j'ai regardé Olivia. Elle était assise sur le canapé, lisant un mémoire. Elle a levé les yeux, voyant l'expression sur mon visage. C'est l'heure, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Le gala du 100e anniversaire de la ville a lieu le week-end prochain. Mes parents ne le manquent jamais. C'est le seul endroit où ils peuvent prétendre être encore la respectable famille Sterling. On y va, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit.
Prends ta plus belle robe, Olivia. On va à un enterrement. Celui de qui? La réputation de la famille Sterling. Nous avons pris un jet privé. Je ne l'ai pas fait pour me vanter, je l'ai fait parce que je le pouvais. Nous avons atterri au petit aéroport régional et avons loué une voiture. Mais pas n'importe quelle voiture. J'avais demandé à mon assistante de faire livrer une Rolls-Royce Phantom depuis la ville. Traverser ma ville natale était surréaliste. Tout semblait plus petit. Le cinéma où j'avais eu mon premier baiser. Le restaurant où Lucas et moi allions prendre des milkshakes, avant de nous détester. Nous nous sommes enregistrés au seul hôtel de luxe de la ville. J'ai enfilé un costume italien sur mesure, gris anthracite, taillé au millimètre près. Olivia portait une robe bleu nuit qui lui donnait un air royal. On dirait que tu pars en guerre, a-t-elle dit en ajustant ma cravate. C'est le cas, ai-je répondu. Prêt? Toujours. Nous sommes allés au country club. Je pouvais voir que la file des voituriers était pleine de Ford et de Chevrolet, avec quelques Mercedes vieillissantes. Quand la Rolls-Royce est arrivée, la conversation sur la terrasse s'est arrêtée. Le voiturier, un jeune que je ne reconnaissais pas, a ouvert la porte avec de grands yeux. Waouh, belle voiture, monsieur. Je suis sorti. Les flashs du photographe du journal local se sont déclenchés. J'ai pris la main d'Olivia, et nous avons monté les marches. À l'intérieur, la salle de bal était décorée en or et blanc. J'ai balayé la pièce du regard. Il ne m'a pas fallu longtemps pour les trouver. Ils étaient assis à une table près du fond. Ils avaient l'air diminués. Maman portait une robe que je me souvenais avoir vue il y a 10 ans. Papa avait l'air frêle, sa peau parcheminée et pâle. Lucas portait un costume trop serré, son visage bouffi par l'alcool. Et Bella. Bella dégoulinait de bijoux tape à accent grave l'œil, que je savais être soit faux, soit achetés avec des cartes de crédit sur le point d'être refusées. Nous avons traversé la salle en plein milieu. Les gens ont commencé à chuchoter. C'est Ethan Sterling? Je croyais qu'il était en prison. Regardez ce costume. Regardez-la. Nous nous sommes arrêtés juste devant leur table. Lucas a levé les yeux, un gâteau de crabe à mi-chemin de sa bouche. Il a laissé tomber sa fourchette. Elle a claqué bruyamment contre la porcelaine. Bonsoir, la famille, ai-je dit. Ma voix était calme, projetée juste assez pour que les tables environnantes entendent. Maman s'est levée, la main sur sa poitrine. Ethan? Tu as l'air en forme, mère, ai-je menti. Les yeux de Bella se sont écarquillés. Elle m'a scruté de la tête aux pieds, évaluant la valeur de ma montre, une Patek Philippe cette fois, de mes chaussures, de mon costume. Puis elle a regardé Olivia, et j'ai vu une lueur de pure jalousie. Qu'est-ce que tu fais ici, a ricané Lucas, essayant de retrouver son arrogance. Tu viens mendier le pardon? J'ai ri. C'était un rire sincère et sec. Non, Lucas. Il se trouve que j'étais en ville pour affaires. J'ai acquis quelques actifs dans la région. Des actifs, a demandé Bella, sa voix soudainement douce. Tu fais des affaires ici? Dans l'immobilier? Je possède une société holding à Seattle, ai-je dit. Nous rachetons des propriétés en difficulté. J'ai vu les rouages tourner dans la tête de Bella. Des propriétés en difficulté, comme les leurs. Eh bien, a dit maman, la voix tremblante, je suppose que tu devrais t'asseoir. On peut faire de la place. Elle le faisait. Elle réécrivait l'histoire en temps réel, parce que j'avais l'air de réussir. Non merci, ai-je dit. Nous avons notre propre table avec le maire. Je leur ai fait un signe de tête et je me suis éloigné. J'ai senti leurs yeux brûler dans mon dos. Je savais exactement ce qui se passait. L'appât était dans l'eau. Le gala a été un tourbillon de poignées de main et de faux sourires. J'ai passé la soirée à charmer l'élite locale, laissant tomber des indices subtils sur ma société d'investissement. Du coin de l'œil, j'observais ma famille. Ils se disputaient. Lucas buvait verre sur verre. Bella tapait furieusement sur son téléphone. Alors que nous partions, Bella m'a intercepté près du vestiaire. Elle était seule. Ethan, a-t-elle ronronné en me barrant le passage. Tu as vraiment fait une entrée remarquée. Excusez-moi, ai-je dit en essayant de la contourner. Ne sois pas comme ça, a-t-elle dit en me touchant à nouveau le bras, le même geste qu'il y a 5 ans.
Je sais que les choses se sont mal terminées, mais nous étions tous jeunes. Nous avons fait des erreurs. Certaines erreurs ont des conséquences, Bella. Tu me manques, a-t-elle murmuré, en regardant autour d'elle pour s'assurer que Lucas ne regardait pas. Lucas est un perdant. Tu le sais. J'ai toujours su que c'était toi qui avais du potentiel. Je l'ai regardé, et je n'ai ressenti que du dégoût. Ah oui? On pourrait peut-être prendre un café, juste pour rattraper le temps perdu. Elle m'a glissé un bout de papier dans la main. Son numéro. J'y réfléchirai, ai-je dit en empochant le papier. Je suis sorti vers la voiture où Olivia attendait. Je lui ai montré le papier. Elle a mordu à l'hameçon? A demandé Olivia. Hameçon, ligne et plomb. Le lendemain matin, j'ai envoyé un texto à Lucas. Réunion de famille, ma suite d'hôtel, 10 heures. Ne sois pas en retard. Je savais qu'il viendrait. Il sentait l'argent. Il pensait probablement que j'allais payer pour l'opération de papa ou rembourser la maison. Il pensait que le fils prodigue était revenu pour les sauver. À 9h55, on a frappé. J'ai ouvert la porte. Ils étaient tous là, maman, papa, Lucas et Bella. Mia était là aussi, l'air terrifié. Entrez, ai-je dit. Ma suite était la présidentielle. Elle était plus grande que tout le rez-de-chaussée de leur maison. J'ai vu maman admirer les fleurs fraîches, la vue sur le lac, le chariot de service en chambre chargé de pâtisseries coûteuses. Ethan, a dit papa, la voix rauque, c'est bon de te voir, mon fils. Asseyez-vous, ai-je dit en montrant les canapés. Je suis resté debout. Olivia se tenait à côté de moi, tenant un dossier. Alors, a dit Lucas en se penchant en arrière et en écartant agressivement les jambes. Tu as bien réussi. Il était temps que tu reviennes aider la famille. Aider, ai-je demandé. Oui, aider, a dit Lucas. Papa est malade. Les affaires vont mal. On a besoin d'un prêt. À court terme, évidemment. J'ai de gros contrats qui arrivent le mois prochain. Je ne suis pas là pour te faire un prêt, Lucas, ai-je dit. Alors pourquoi sommes-nous ici, a demandé maman, offensée. Je suis ici pour parler de propriété, ai-je dit. Et de vérité. J'ai regardé Bella. Elle m'a souri, d'un sourire complice. Elle pensait qu'elle était dans mon équipe à cause de ce mot. Bella, ai-je dit, raconte à tout le monde la conversation que nous avons eue sur le porche il y a 5 ans. La pièce est devenue silencieuse. Bella a cligné des yeux. Quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu m'as agressé. Ah oui? Oui, a-t-elle insisté en regardant Lucas. Il m'a touché. J'ai fait un signe de tête à Olivia. Elle a pris une télécommande et l'a pointée vers l'immense téléviseur au mur. J'ai l'habitude d'enregistrer mes réunions d'affaires, ai-je dit. Et hier soir, au gala, j'ai considéré notre interaction comme une affaire. Sur l'écran, une vidéo granuleuse mais claire a été diffusée. Elle provenait d'une caméra cachée sur mon revers. La voix de Bella a rempli la pièce. Lucas est un perdant. Tu le sais. J'ai toujours su que c'était toi qui avais du potentiel. Lucas s'est figé. C'est sorti de son contexte, a crié Bella. Vraiment, ai-je demandé. Et ça? J'ai joué un enregistrement audio. Celui-ci venait du café où je ne suis pas allé, mais j'avais envoyé Vance au bar qu'elle fréquentait. Il s'était assis dans la banquette derrière elle, alors qu'elle se vantait à son ami au téléphone, il y a à peine 1 heure. Voix de Bella, je vais plumer le frère jusqu'au dernier sou. S'il nous donne de l'argent, je prends la moitié et je quitte Lucas. Mon Dieu, j'aurais aimé coucher avec Ethan il y a 5 ans au lieu de le piéger. Je parie qu'il est meilleur au lit, en plus. Le silence dans la pièce était absolu. Il était lourd, étouffant. Lucas s'est levé lentement. Son visage était un masque de choc. Il s'est tourné vers Bella. Tu l'as piégé? Bella a reculé. Non, mon chéri. C'est un faux. C'est de l'IA. Il l'a falsifié. Ce n'est pas un faux, Brenda, ai-je dit en lâchant la bombe. Où devrais-je t'appeler par ton alias de l'Ohio? Olivia a jeté le dossier sur la table basse. Photo d'identité judiciaire, jugement de divorce, dossier de faillite. Lucas les a ramassés.
Ses mains tremblaient si fort que les papiers bruissaient. Tu as menti, a murmuré Lucas. Pendant 5 ans. Tu m'as laissé haïr mon frère pour un mensonge. Tu voulais le croire, a crié Bella, son masque tombant complètement. Tu étais jaloux de lui. Tu étais content qu'il soit parti. Ne fais pas comme si tu étais un saint, Lucas. Maman a commencé à pleurer, pas un léger sanglot, mais un gémissement. Ma famille. Ma famille. Je les ai regardés. J'ai ressenti un sombre sentiment de victoire, mais ce n'était pas suffisant. Pas encore. Sors, a dit Lucas à Bella. Quoi? Sors, a rugi Lucas en renversant la table basse. Des vases se sont brisés. Des pâtisseries ont volé partout. Bella a attrapé son sac à main et a couru hors de la suite. Maintenant, il n'y avait plus que nous. Les Sterling. Ethan, a sangloté maman. Oh, Ethan. On ne savait pas. On est tellement désolé. Pourras-tu jamais nous pardonner? Je l'ai regardé. Vous n'avez pas demandé. Vous m'avez juste jeté dehors. On a été trompés, a dit papa. Elle nous a tous trompés. J'ai regardé mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, l'homme qui m'avait regardé marcher dans la neige. Vraiment, papa? Ai-je demandé. T'as-t-elle vraiment trompé? Papa a détourné le regard. Il ne pouvait pas croiser mes yeux. Que veux-tu dire? A demandé Lucas en s'essuyant le visage. Dis-leur, papa, ai-je dit. Parle-leur du détective privé que tu as engagé 3 mois après mon départ. Maman a cessé de pleurer. Elle a regardé papa. Robert, de quoi parle-t-il? Papa s'est affalé sur sa chaise. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. L'air dans la pièce a changé. La colère envers Bella s'est évaporée, remplacée par une tension plus sombre et plus confuse. Papa, a demandé Lucas, quel détective? Mon père a soupiré, un son comme un pneu qui se dégonfle. Je voulais savoir si Ethan allait bien. J'étais inquiet. Alors, tu as engagé un homme pour le retrouver, et ai-je insisté? Qu'a-t-il trouvé d'autre? Papa n'a pas parlé. Il a enquêté sur Bella, n'est-ce pas, ai-je dit, la voix s'élevant. Il t'a parlé de son passé. Il t'a dit que son histoire ne tenait pas la route. Il t'a dit que ses yeux bleus étaient probablement du maquillage, car elle n'avait aucune blessure dans le rapport de l'hôpital. Est-ce vrai, Robert, a murmuré maman. Je ne voulais pas tout gâcher, a éclaté papa, les larmes coulant sur son visage. Lucas. Lucas était si heureux. Il avait enfin quelqu'un. Il mettait enfin de l'ordre dans sa vie. Si je disais la vérité, si je lui disais que sa fiancée était une menteuse et que son frère était innocent, ça l'aurait détruit. Je pensais qu'Ethan était fort. Je pensais qu'Ethan pouvait se débrouiller seul. Mais Lucas avait besoin de nous. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre, même si je le savais. L'entendre le dire à voix haute a brisé quelque chose en moi que je ne savais pas encore entier. Tu m'as sacrifié, ai-je dit, la voix tremblante. Tu savais que j'étais innocent. Tu savais que je vivais dans ma voiture. Tu savais que je mourrais de faim. Et tu m'as laissé pourrir pour protéger les sentiments de Lucas. Je vous aimais tous les deux, a pleuré papa. Non, ai-je dit froidement. Tu l'aimais, lui. Moi, tu me tolérais. Lucas regardait papa avec une horreur béate. Tu savais? Tu savais que Bella était une arnaqueuse depuis tout ce temps, et tu m'as laissé l'épouser. Tu m'as laissé hypothéquer la maison pour elle? J'essayais de maintenir la paix, a crié papa. La paix? J'ai ri amèrement. Il n'y a pas de paix. Il n'y a que des mensonges. Je me suis approché de la fenêtre. Je ne pouvais plus les regarder. Alors, voici où nous en sommes, ai-je dit en leur tournant le dos. Je sais tout. Je connais les dettes. Je connais l'hypothèque. On peut arranger ça, a dit maman en se levant et en s'approchant de moi. Maintenant qu'on connaît la vérité, on peut être à nouveau une famille. Ethan, s'il te plaît, rentre à la maison. Je me suis retourné. Je suis à la maison, maman. Seattle est ma maison. Ça. Ce n'est qu'une transaction. J'ai fait un signe de tête à Olivia. M et Madame Sterling, Lucas, a dit Olivia,
sa voix professionnelle et tranchante. Depuis hier matin, Phoenix Holdings a acquis l'hypothèque de votre propriété au 42 rue Oak. Nous avons également acquis les billets à ordre de Riverside Construction. Phoenix Holdings, a demandé Lucas. C'est ton entreprise, Ethan? Oui, ai-je dit. Alors tu possèdes la maison, a demandé maman, un sourire plein d'espoir se dessinant sur son visage. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Ça veut dire qu'on est en sécurité. Je l'ai regardé. L'illusion était incroyable. Elle pensait vraiment qu'après tout, après la gifle, le reniement, les 5 ans de silence, la trahison de papa, que j'avais fait ça pour les sauver. Vous n'êtes pas en sécurité, ai-je dit. Le sourire a disparu de son visage. Vous n'avez pas payé l'hypothèque depuis 8 mois, ai-je dit. Vous êtes en défaut de paiement. Mais tu es mon fils, a balbutié maman. J'étais ton fils quand tu m'as jeté dehors dans un blizzard, ai-je dit. Maintenant, je suis votre propriétaire. Et vous êtes de terribles locataires. Ethan, ne fais pas ça, a plaidé papa en se tenant la poitrine. Ne joue pas la carte du cœur, papa, ai-je lâché. J'ai payé la compte pour ton opération. Ce donateur anonyme? C'était moi. Papa a eu le souffle coupé. Mia s'est remise à pleurer. Je t'ai sauvé la vie, lui ai-je dit. Mais je ne sauve pas ton style de vie. J'ai sorti un document de la poche de ma veste et je l'ai jeté sur la table. C'est un avis d'expulsion. Vous avez 7 jours pour quitter la propriété. 7 jours, a crié Lucas. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison. C'est ma maison, l'ai-je corrigé. Et Lucas, concernant ton entreprise, je réclame le remboursement des prêts. Paiement intégral dû immédiatement. Si tu ne peux pas payer, je liquide les actifs, les camions, le matériel, tout. Tu me mets en faillite, a dit Lucas en retombant sur le canapé. Tu ruines ma vie. Tu as ruiné ta propre vie, Lucas, ai-je dit. Tu as passé 5 ans à vivre un mensonge, à dépenser de l'argent que tu n'avais pas gagné, avec une femme qui ne t'aimait pas, protégée par un père qui ne te respectait pas assez pour te dire la vérité. Je ne fais qu'allumer la lumière. Où irons-nous, a murmuré maman. Nous n'avons nulle part où aller. Je ne sais pas, ai-je dit. Vous pouvez peut-être trouver un motel 6. C'est ce que j'ai fait. Ethan, s'il te plaît. Maman a attrapé mon bras. Je me suis dégagé. Ce n'était pas doux, mais ce n'était pas violent. C'était juste définitif. Ne me touche pas, ai-je dit. Sortez de ma suite d'hôtel. Ils n'ont pas bougé. Ils étaient paralysés par le choc. J'ai dit, sortez. Ai-je crié, laissant 5 ans de rage résonner contre les murs. Ils se sont précipités. Papa s'appuyait lourdement sur Mia. Maman sanglotait de manière incontrôlable. Lucas avait l'air d'un fantôme. Ils sont sortis de la pièce, laissant la porte ouverte derrière eux. Je me suis approché et je l'ai claqué. Puis mes jambes ont cédé. Je suis tombé au sol, enfouissant mon visage dans mes mains. Olivia s'est assise à côté de moi, m'enroulant ses bras autour des épaules. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop vide pour pleurer. Je suis juste resté là, écoutant le silence, attendant de me sentir bien. Mais je ne me sentais pas bien. Je me sentais juste fini. Les 7 jours suivants ont été un tourbillon de démarches juridiques et de commérages de petites villes. La nouvelle qu'Ethan Sterling était de retour et expulsait ses propres parents s'est répandue dans la ville comme une traînée de poudre. Certains m'ont traité de monstre. D'autres, qui avaient entendu des rumeurs sur Bella, ont appelé ça la justice. Je m'en fichais. Je suis resté à l'hôtel, travaillant à distance, laissant Olivia s'occuper du sale boulot. Le 7e jour, je suis allé à la maison. C'était un mardi gris. Un camion de déménagement était garé dans l'allée. Ce n'était pas une entreprise professionnelle, juste un U-Haul que Lucas avait loué. J'ai garé la Rolls-Royce de l'autre côté de la rue. Je voulais voir ça. J'avais besoin de voir ça. J'ai regardé Lucas transporter des cartons. Il avait l'air brisé. Il avait perdu du poids en une semaine seulement. Il ne portait plus ses costumes chics, juste un jean et un t-shirt. Papa était assis sur les marches du Porsche, fixant le sol. Il avait l'air vieux, si incroyablement vieux. Une voiture de police s'est arrêtée.
2 officiers en sont sortis. J'ai baissé ma vitre pour écouter. Est-ce que Bella est là? A demandé l'officier à Lucas. Elle est à l'intérieur, en train de faire ses valises, a marmonné Lucas. Elle part aujourd'hui. Nous avons un mandat d'arrêt contre elle, a dit l'officier. Fraude, usurpation d'identité et contrefaçon. Lucas n'a même pas scié. Emmenez-la, s'il vous plaît. Quelques instants plus tard, Bella a été traînée dehors, menottée. Elle criait, insultant la police, insultant Lucas. Quand elle a vu ma voiture de l'autre côté de la rue, elle s'est arrêtée. Elle m'a fixé avec un venin pur. Va au diable, Ethan, a-t-elle crié. Tu crois que tu as gagné? Tu vas mourir seul. L'officier l'a poussé à l'arrière de la voiture de police. Alors qu'il s'éloignait, le silence est revenu dans la rue. Je suis sorti de la voiture et j'ai remonté l'allée. Lucas s'est arrêté, tenant une boîte de livres. Il m'a regardé. Il n'y avait plus de combat en lui. Es-tu heureux? A-t-il demandé doucement. Non, ai-je dit. Et toi? Il a secoué la tête. Je suis désolé, Ethan. Vraiment. J'ai été un mauvais frère. Oui, ai-je dit. Tu l'as été. Maman est sortie de la maison, portant un cadre photo. C'était une photo de nous 4, prise il y a 20 ans à Disney World. On avait l'air si heureux. Elle m'a vu et s'est arrêtée. On s'en va, a-t-elle dit, la voix vide. La maison est à toi. J'espère qu'elle te rendra heureux. J'espère que les souvenirs te tiendront chaud. Garde tes remords, maman, ai-je dit. Où allez-vous? Mia nous a trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville, a-t-elle dit. C'est sans ascenseur. Papa aura du mal avec les escaliers, mais on se débrouillera. J'ai regardé papa. Il était toujours assis sur le porche, se tenant la poitrine. Il avait l'air de ne pas pouvoir survivre au déménagement, encore moins aux escaliers. J'ai regardé la maison, cette bête victorienne qui avait avalé mon enfance. Je la détestais. Je ne voulais pas vivre ici. Je ne voulais même pas la vendre. Je voulais juste le pouvoir de leur dire non. Mais en les regardant maintenant, vaincu, humilié, brisé, j'ai réalisé quelque chose. Si je les laissais pourrir dans la rue, je devenais le monstre dont ils m'accusaient. Je devenais le prédateur que maman m'avait appelé. Je lui donnerais raison. J'ai pris une profonde inspiration. L'air froid a rempli mes poumons. Arrêtez de faire les cartons, ai-je dit. Lucas a levé les yeux. Quoi? J'ai dit, arrêtez de faire les cartons, ai-je répété. Pose cette boîte. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. À l'intérieur se trouvait un contrat de location que j'avais fait rédiger par Olivia ce matin. Je ne vous expulse pas, ai-je dit. Maman a laissé tomber le cadre photo. Le verre s'est brisé. Ethan? Je garde la propriété de la maison, ai-je dit, la voix dure. Phoenix Holdings la possède, mais vous pouvez rester ici en tant que locataire. Locataire, a demandé papa en levant les yeux. Oui. Vous paierez un loyer. Ce sera le prix du marché. Je le déduirai de l'allocation que je mets en place pour vous. Allocation, a demandé Lucas. Je mets en place une fiducie, ai-je dit. Elle paiera les dépenses de la maison et une allocation mensuelle pour maman et papa. Assez pour vivre, mais pas assez pour le luxe. Fini les country clubs. Fini les nouvelles voitures. Je me suis tourné vers Lucas. Mais pas pour toi. Lucas a tressailli. Tu es jeune, ai-je dit. Tu as 2 mains. Tu vas trouver un travail, un vrai travail, et tu vas me rembourser chaque centime que tu as volé à l'entreprise. Si tu manques un paiement, je te poursuis en justice. Compris? Lucas a hoché la tête vigoureusement. Je comprends. Merci, Ethan. Merci. Ne me remercie pas, ai-je dit. Je ne fais pas ça pour toi. Je fais ça pour pouvoir dormir la nuit sans voir vos visages dans mes cauchemars. Je me suis tourné vers maman. Elle pleurait de nouveau, tendant la main pour me serrer dans ses bras. Non, ai-je dit en reculant. Pas de câlin. On n'est pas une famille heureuse. On est propriétaire et locataire. On est créancier et débiteur. C'est la seule relation qu'on a maintenant. Mais peut-être avec le temps, a-t-elle demandé.
Peut-être, ai-je dit. Mais pas aujourd'hui, et probablement pas demain. Je me suis approché de papa. J'ai posé une main sur son épaule. Il a tressailli, s'attendant à ce que je le frappe. Fais-toi opérer, papa, ai-je dit. Je veux que tu vives assez longtemps pour réfléchir à ce que tu as fait. Je me suis retourné et je suis retourné à la Rolls-Royce. Olivia attendait sur le siège passager. Elle m'a souri, d'un sourire fier et chaleureux. Tu ne les as pas détruits, a-t-elle dit alors que je bouclais ma ceinture. Les détruire aurait été facile, ai-je dit en démarrant le moteur. La pitié. La pitié est une démonstration de force. J'ai regardé dans le rétroviseur une dernière fois. Ils se tenaient sur le porche, blottis les uns contre les autres, me regardant partir. Ils avaient l'air petits. J'ai mis la voiture en marche et je suis parti. La route devant était dégagée. La neige avait cessé de tomber. Pour la première fois en 5 ans, le soleil perçait à travers les nuages. Le trajet de retour à Seattle a été silencieux. Pendant les 80 premiers kilomètres, ni Olivia ni moi n'avons dit un mot. La Rolls-Royce glissait sur l'asphalte, nous isolant du monde extérieur, mais elle ne pouvait pas m'isoler du bruit chaotique dans ma propre tête. J'avais gagné. Sur le papier, j'avais remporté une victoire totale et écrasante. J'avais démasqué la menteuse, humilié l'enfant chéri, et mis mes parents à genoux. Je détenais l'acte de propriété de leur maison et les ficelles de leur gagne-pain. Alors pourquoi n'avais-je pas envie de fêter ça? J'ai desserré ma cravate, fixant l'autoroute grise qui s'étendait devant moi. Ça va, a demandé doucement Olivia, sa main trouvant la mienne sur la console centrale. Je ne sais pas, ai-je admis. Je pensais que je me sentirais plus léger. Au lieu de ça, je me sens juste fatigué. C'est parce que tu n'as pas juste acheté une maison, Ethan, a-t-elle dit, sa voix remplie de cette logique d'avocate que j'aimais. Tu as acheté un fardeau. Tu t'es fait leur gardien. Les punir demande de l'énergie. La haine demande de l'énergie. Elle avait raison. J'avais retourné la situation, mais j'étais toujours assis à la même table. Nous sommes arrivés à Seattle tard dans la nuit. Mon pantouse était sombre et froid. Pendant les semaines suivantes, je me suis replongé dans le travail. Je me suis noyé dans les plans, les permis de construire et les négociations de contrats. J'ai essayé d'oublier la maison victorienne dans le nord de l'État de New York, mais je ne pouvais pas. Chaque premier du mois, les rappels arrivaient. Mon assistante, Sarah, entrait avec un dossier. Le chèque de loyer de vos parents est arrivé, monsieur Sterling. Il est à l'heure. Et le remboursement du prêt de Lucas? À l'heure aussi, bien que. Sarah a hésité. La note dit que ça vient de son salaire au centre de distribution. C'est à peine le paiement minimum. Je hochais la tête, la congédiais, puis je fixais les chèques. Lucas, le frère qui se moquait de mes costumes bon marché, emballait maintenant des boîtes dans un entrepôt pour me rembourser. C'était la justice, poétique et tranchante. Mais chaque fois que je déposais ces chèques, je ressentais une étrange douleur. Pas de la culpabilité, exactement, juste la prise de conscience de la pathétique de la situation. 3 mois plus tard, le téléphone a sonné. C'était Vance, le détective privé. Vous m'avez dit de garder un œil sur eux, a dit Vance. Vous voulez la mise à jour? Allez-y, votre père a été opéré. Ça s'est bien passé, physiquement, mais il est déprimé, Ethan. Il reste assis sur ce porche toute la journée, à regarder la rue. Votre mère, elle essaie de maintenir le cap, mais elle vend ses bijoux pour joindre les deux bouts afin de ne pas manquer un paiement de loyer. Ils ont une peur bleue de vous. Bien, ai-je dit, bien que le mot ait eu un goût de cendre dans ma bouche. Et Lucas? Il travaille vraiment, a dit Vance, l'air surpris. Il fait des doubles journées. Il a une mine affreuse. Il a perdu environ 15 kilos. Pas d'alcool, pas de fête. Il va au travail, rentre à la maison, paie sa dette. Le gamin grandit. 10 ans trop tard. J'ai raccroché et je suis sorti sur le balcon. L'horizon de Seattle scintillait devant moi. J'avais construit tout ça. J'avais des amis ici, du respect, un avenir. Pourquoi laissais-je encore les fantômes du 42 rue Oak me hanter? Olivia est sortie, m'enroulant ses bras autour de la taille par derrière. Elle a posé son menton sur mon épaule. Tu penses à eux, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question.
Je pense au contrôle, ai-je dit. Je pensais que les contrôlés répareraient ce qu'ils ont brisé en moi. Ce n'est pas le cas. On ne répare pas un os cassé en cassant la jambe de quelqu'un d'autre, a dit doucement Olivia. Ethan, tu as prouvé ce que tu avais à prouver. Tu leur as montré que tu avais le pouvoir. Mais t'accrocher à ce pouvoir te maintient lié à eux. Tu es leur propriétaire, ce qui signifie que tu es toujours en relation avec eux. Je me suis retourné et je les regardais. Ses yeux étaient clairs et bienveillants, le seul miroir dans lequel je voulais jamais me voir. Que dois-je faire? Laisse tomber, a-t-elle dit. Pas pour eux. Pour nous. Je veux construire une vie avec toi, Ethan. Une vraie vie. Je ne veux pas de 3 fantômes qui vivent dans notre chambre d'amis. Ce week-end-là, j'ai pris une décision. Je ne suis pas retourné à New York. Je ne voulais pas les voir. Au lieu de ça, j'ai appelé mon avocat, Sam, je veux transférer l'acte de propriété de la maison, ai-je dit. Vous la vendez? Non, ai-je dit. Je la mets dans une fiducie aveugle. Je veux que vous la gériez. Vous percevez le loyer. Vous vous occupez des réparations. Vous traitez avec les locataires. Je ne veux pas voir de chèque. Je ne veux pas lire de rapport. Et je ne veux pas que mon nom figure sur la correspondance qu'ils reçoivent. Pour autant qu'ils sachent, ils paient la fiducie. S'il manque un paiement, la fiducie les expulse. Protocole standard. Détachement total, a dit Sam malin. Et la dette de Lucas? Même chose, ai-je dit. Transférez le billet à ordre à la fiducie. S'il le rembourse, super. Sinon, saisissez son salaire. Mais je ne veux pas en entendre parler. Et l'excédent, a demandé Sam, le loyer et les remboursements du prêt s'accumuleront. Que voulez-vous faire de l'argent? J'ai regardé Olivia, qui me souriait de l'autre côté de la pièce. Créer une bourse d'études, ai-je dit, pour les enfants du système de placement familial qui en sortent sans soutien familial. Appelez-la le fonds Phoenix. Chaque centime que ma famille me paie servira à aider des enfants qui apprécient vraiment une chance dans la vie. Signer ces papiers a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, et aussi la plus facile. À chaque signature, je sentais un poids se soulever de ma poitrine. Je ne leur pardonnais pas. Je n'oubliais pas. Je les expulsais juste de ma tête. 1 an a passé, puis 2. La vie a continué, rapide et brillante. Mon entreprise s'est étendue aux espaces commerciaux à énergie verte. J'ai fait la une de Forbes. Mais le plus grand succès n'a pas été l'argent. Ce fut le samedi matin de juin où j'ai emmené Olivia sur une petite falaise surplombant l'océan Pacifique. Je n'avais pas de discours préparé. J'avais juste une bague, un diamant simple et élégant qui n'attirait pas l'attention, tout comme elle. Je n'ai pas de famille à t'offrir, lui ai-je dit, la voix légèrement tremblante. Juste moi et beaucoup de bagages que j'apprends à déballer. Elle a pris la bague et l'a mise elle-même à son doigt. Je n'ai pas besoin d'une famille, Ethan. J'ai besoin d'un partenaire. Et tu es le meilleur homme que je connaisse. Nous nous sommes mariés 4 mois plus tard. Ce n'était pas un grand gala. C'était intime. Mon mentor, Silas, était mon témoin. Il avait 80 ans maintenant, frêle mais vif comme l'éclair. Tu as bien fait, gamin, m'a dit Silas à la réception en levant une coupe de champagne. Tu as appris la leçon la plus difficile des affaires et de la vie, tu as appris quand te retirer d'une mauvaise affaire. Même quand la mauvaise affaire est ton propre sang, ai-je demandé. Surtout à ce moment-là, a-t-il dit. Pendant la réception, j'ai vu un visage familier près du fond. C'était Mia. Elle avait obtenu son diplôme universitaire, payé par moi, bien qu'elle ait essayé de refuser, et travaillait comme graphiste à Chicago. Elle avait l'air nerveuse. Je me suis approché d'elle. Je suis content que tu sois venue, Mia. Elle m'a serré fort dans ses bras. Maman et papa voulaient t'envoyer une carte, a-t-elle dit en se reculant, mais les avocats l'ont retournée. Ils ont dit que pas de contact signifie pas de contact. C'est exact, ai-je dit. Ils suivent les règles, a dit Mia. Papa est frêle, mais il est en vie. Maman fait du bénévolat à la bibliothèque maintenant. Et Lucas, elle a fait une pause. Lucas est maintenant le directeur de l'entrepôt. Il remboursera le reste de la dette le mois prochain. Il m'a dit de te le dire. Il a dit de te dire que tu avais raison sur toute la ligne.
J'ai hoché la tête. Cela ne m'a pas apporté de joie, mais cela m'a apporté la paix. Je suis content qu'ils s'en sortent. Ils parlent de toi, a murmuré Mia. Plus avec colère. Juste du regret. Ils savent ce qu'ils ont perdu. J'ai regardé la piste de danse. Olivia riait, dansant avec son père. Sa famille m'avait accueilli à bras ouverts, me traitant comme un fils dès le premier jour. C'était réel. C'était tangible. Ils ne m'ont pas perdu, Mia, ai-je dit doucement. Ils m'ont jeté. J'ai juste finalement arrêté d'essayer de remonter dans la poubelle. 5 ans ont passé depuis le jour où je suis retourné dans cette petite ville en Rolls-Royce, 10 ans depuis le réveillon de Noël qui a brisé mon monde. J'ai 36 ans maintenant. Mes cheveux ont un peu de gris sur les tempes. Olivia dit que ça me donne un air distingué. Je dis que ça me fait ressembler à Silas. Nous avons un fils, Léo. Il a 2 ans, il court dans notre jardin avec une énergie chaotique qui me terrifie et me ravit. Quand Léo est né, j'ai eu un moment de panique. Je le tenais dans la salle d'accouchement, regardant son petit visage fragile, et j'étais terrifié. Et si j'avais le gène? Et si j'avais cette capacité latente de me retourner contre mon enfant, comme mes parents se sont retournés contre moi? Et si l'amour était conditionnel et que je ne connaissais tout simplement pas encore les conditions? Mais ensuite, Léo a serré mon doigt. Il m'a regardé avec une confiance absolue et aveugle, et j'ai su, le cycle s'arrête avec moi. Je n'ai pas parlé à mes parents, pas une seule fois. Les rapports de la fiducie indiquent qu'ils sont toujours dans la maison. Ils paient leur loyer le 1er de chaque mois, tous les mois. Ce sont des locataires modèles. Je suppose que, d'une manière tordue, c'est la relation la plus respectueuse que nous ayons jamais eue. Nous avons des limites. Nous avons un contrat. Nous avons de la distance. Lucas a remboursé sa dette il y a 3 ans. L'administrateur de la fiducie m'a dit qu'après le dernier paiement, Lucas a envoyé une lettre à mon nom. L'administrateur m'a demandé si je voulais la lire. J'ai dit non. Je n'avais pas besoin de ces excuses pour valider mon existence. Je n'avais pas besoin de ces remords pour me sentir accompli. Lire cette lettre aurait ouvert une porte que j'avais soudée. J'ai dit à l'administrateur de la brûler. Parfois, les gens me demandent si je regrette de manquer la vieillesse de mon père ou la cuisine de ma mère ou l'histoire partagée d'une famille. Et je serai honnête avec vous, parfois, le soir de Noël, quand la neige tombe, je ressens une douleur fantôme, comme un membre amputé. Je me souviens des bonnes années avant Bella, avant l'argent, avant la trahison. Mais ensuite, je regarde ma vie maintenant. Je regarde le fonds Phoenix, qui a permis à 24 enfants placés en famille d'accueil d'aller à l'université cette année, des enfants qui n'avaient personne, qui construisent maintenant leur avenir grâce à l'argent que ma famille paie en pénitence. Je regarde Olivia, ma partenaire dans tous les sens du terme, qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je peux lui acheter. Je regarde Léo, qui n'aura jamais à se demander si son père le croit. Il n'aura jamais à acheter mon amour avec une Rolex. Il ne sera jamais jeté dehors dans un blizzard. J'ai réalisé que la famille n'est pas un nom. C'est un verbe. Quelque chose que vous faites. Vous la méritez. Vous la nourrissez. Vous la protégez. Mes parents n'ont pas réussi à faire le verbe, alors ils ont perdu le nom. Je me suis sauvé. Ce fut une mission de sauvetage compliquée, douloureuse et coûteuse. J'ai dû devenir froid pour survivre à l'hiver. J'ai dû devenir impitoyable pour combattre les prédateurs. Mais je suis arrivé de l'autre côté. La Rolls-Royce que je conduisais ce jour-là, je l'ai vendue. C'était un symbole de ma colère, une arme que j'ai utilisée pour les matraquer avec mon succès. Je conduis une Volvo maintenant, plus sûre pour le siège bébé. Si vous écoutez ceci et que vous vous accrochez à une relation toxique parce que vous partagez un ADN ou une histoire, laissez-moi vous dire ceci. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vous sauver. Vous n'avez pas à vous mettre le feu pour tenir les autres au chaud. Mon nom est Ethan Sterling. J'étais le mouton noir. J'étais le prédateur. J'étais le méchant de leur histoire. Mais dans mon histoire, je suis juste un homme qui est enfin rentré à la maison. Pas à la maison de la rue Oak, mais à la vie que j'ai bâtie de mes propres mains. Et laissez-moi vous dire, la vue d'ici est magnifique. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce chapitre de ma vie. Ce n'était pas une histoire facile à raconter, mais je crois qu'elle est nécessaire. Avant de nous quitter,
je veux partager 3 leçons fondamentales que j'espère que vous emporterez avec vous. 1. Le sang n'est pas un contrat contraignant. On nous enseigne souvent que la famille passe avant tout, quoi qu'il arrive. Mais l'abus, la trahison et la manipulation ne sont pas des choses que vous devez endurer simplement à cause d'un lien génétique. Vous avez le droit de choisir votre vie et de vous entourer de personnes qui vous respectent sincèrement. 2. Le succès est la meilleure des vengeances, mais la paix est encore meilleure. J'ai passé des années animé par le désir de leur prouver qu'ils avaient tort. Cela m'a poussé à réussir, oui, mais cela m'a aussi laissé un vide. La vraie victoire n'a pas été d'acheter leur maison, ce fut le moment où j'ai cessé de me soucier de ce qu'ils pensaient. L'indépendance financière m'a donné la liberté de partir, et c'est le pouvoir ultime. 3. Le cycle peut être brisé. Si vous venez d'un foyer brisé ou toxique, vous n'êtes pas destiné à le répéter. Vous pouvez vous construire une famille choisie, basée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Vous pouvez être le père, la mère ou le partenaire que vous n'avez jamais eu. J'aimerais avoir de vos nouvelles maintenant. Quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez un membre de votre famille? Est-ce la loyauté, l'honnêteté, ou autre chose? Ou, si cette histoire a résonné en vous et que vous êtes d'accord sur le fait que nous devons protéger notre paix à tout prix, commentez simplement un bien ici dessous. Votre interaction aide l'histoire à atteindre d'autres personnes qui pourraient être piégées dans l'obscurité, ayant besoin de voir une lumière au bout du tunnel. Merci d'avoir écouté, et souvenez-vous, vous êtes l'architecte de votre propre avenir.